Je vais vous parler de l'art français du XVIIe siècle, particulièrement de l'architecture et de la peinture. Du point de vue artistique, on distingue dans le XVIIe siècle deux grandes périodes. La première, de 1610 à 1660, c'est-à-dire de l'avènement de Louis XIII à la majorité de Louis XIV. Cette période comporte donc le règne de Louis XIII, puis la régence de la reine Anne d'Autriche. C'est le temps des cardinaux ministres tout-puissants, Richelieu et Mazarin. La deuxième période, de 1660 à la fin du siècle, c'est le règne personnel de Louis XIV. Pendant la première période, 1610-1660, l'influence italienne est prépondérante. L'art italien du XVIe et XVIIe siècle est souvent appelé art baroque. Son principal agent de dissémination fut l'ordre des Jésuites. C'est surtout en architecture religieuse que l'influence italienne est sensible en France. Par exemple, dans les façades de Saint-Paul ou de la chapelle de la Sorbonne, qui représente une interprétation française du style baroque ou jésuite. Beaucoup de peintres français allèrent travailler à Rome à cette époque. Les plus illustres sont Nicolas Poussin et Claude Lorrain. On associe toujours ces deux noms, d'abord parce que Poussin et Claude Lorrain appartiennent à la même génération. Ils avaient à peu près le même âge. Le premier est né en 1594, l'autre en 1600. Ensuite, parce que tous deux ont vécu à Rome la plus grande partie de leur vie. Enfin, parce que l'un et l'autre ont réalisé dans leur œuvre un idéal classique essentiellement français. Nicolas Poussin était un Normand comme Corneille. D'origine paysanne, il avait appris à peindre seul, sans maître. À l'âge de 30 ans, il va s'installer à Rome et c'est un enchantement. Il admire tout ce qu'il voit, surtout les œuvres des grands maîtres du XVIe siècle, de Titien et Raphaël. Il trouve dans les temples romains de l'Antiquité, ou ce qu'il en reste, un grand exemple d'équilibre et de proportion qui correspond à son goût instinctif de Normand solide. Voici un tableau de Poussin qui se trouve au musée du Louvre, Moïse sauvé des eaux. Le modelé sculptural des figures montre que le peintre attache une importance primordiale au dessin, à la ligne. La composition est équilibrée, harmonieuse, une lumière égale baigne le tableau. Cette peinture n'est pas une peinture d'émotion et de pathétique, c'est une peinture rationnelle. Poussin avait coutume de dire que pas un trait ne doit sortir de la main du peintre s'il n'a pas d'abord été exactement formulé dans son esprit. Il disait aussi: « Mon naturel me contraint de chercher et d'aimer les choses bien ordonnées, fuyant la confusion qui m'est contraire et ennemie. » Les choses bien ordonnées, la composition bien structurée, voilà ce qu'on trouve dans les grands paysages, où le peintre combine harmonieusement les vues de la campagne romaine, les montagnes bleutées à l'horizon, avec les feuillages magnifiques de sa Normandie natale, les grands arbres du Nord. Ici, la nature est soumise à un plan, à une construction rigoureuse. C'est la définition même de l'art classique. Le plus célèbre tableau de Poussin
c'est les bergers d'Arcadie. Des bergers de l'âge d'or légendaire déchiffrent une épitaphe sur une tombe. Et ego in Arcadia. Et moi aussi, j'ai vécu en Arcadie. C'est-à-dire, moi aussi j'ai été heureux, et maintenant il ne reste de moi que des os et de la cendre. Les bergers montrent cette épitaphe à la muse. Ce tableau est donc une allégorie de la vie brève, du temps qui passe, de la mort qui détruit tout. C'est un thème douloureux, mais les figures des bergers sont si belles et si calmes. L'évocation de cette humanité de l'âge d'or est si harmonieuse que le thème mélancolique s'enveloppe d'une apaisante sérénité. Le contemporain de Poussin, Claude Gelée, dit le Lorrain parce qu'il était né en Lorraine, est quelquefois désigné par son seul prénom, Claude. Lui aussi, il apprit à peindre sans maître. On raconte qu'il vint à Rome comme cuisinier. On ne sait presque rien de sa vie. On sait seulement qu'il eut du succès assez vite, parce que son œuvre était originale et frappante, et que les amateurs de peinture, princes, cardinaux, ministres, et même les rois, se disputaient ses toiles. On a quelquefois l'impression que Claude Lorrain a toujours peint le même tableau, à travers d'innombrables variantes. Regardons les merveilleuses marines du Louvre et de la National Gallery. Nous voyons d'abord que les figures humaines sont perdues dans le vaste paysage. C'est qu'elles ne sont qu'un prétexte. On raconte d'ailleurs que Claude Lorrain n'était pas habile à dessiner les personnages et que ses élèves ou apprentis se chargeaient de les dessiner à sa place. Ces palais au bord de la mer, ces ports magnifiques, ont sans doute été inspirés aux peintres par des constructions réelles, mais il les a transmués en architecture de rêve, dont la superbe ordonnance est destinée à canaliser notre regard pour le conduire tout droit vers le soleil. Ici, l'essentiel, c'est la lumière de l'aurore ou du crépuscule, où le monde sensible semble se fondre dans une incandescence dorée. La leçon de Claude Lorrain sera comprise beaucoup plus tard par des artistes comme Turner en Angleterre et les impressionnistes en France. Chez Georges de la Tour, le classicisme et le baroque se combinent.